Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Le jeûne musulman démarre demain jeudi 17 mai 2018. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse, c'était ce lundi à Cotonou. L'utilisation des pesticides constitue un danger pour les écosystèmes. Des mesures s'imposent pour une protection des cours d'eau du Bénin. Et puis, zoom sur les géomètres, ils sont indispensables dans la délimitation des propriétés immobilières. De quoi retourne cette corporation? Réponse dans ce journal. Merci de votre fidélité. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne musulman démarre ce jeudi 17 mai. Le président de l'Union islamique du Bénin a donné l'information lundi dernier au cours d'une conférence de presse à Cotonou. L'imam Asifatou Amoussa est au micro de Sylvanie Achanou et Anthony Alaka. Frères et sœurs en islam, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous puissiez craindre. Chers fidèles musulmans, le prophète bien-aimé d'Allah nous enjoigne dans un hadith des recueils de Bukhari et Muslim, jeûner lors de la vision de la lune, et si elle est cachée, comptez le mois comme étant 30 jours. Beaucoup de sources dignes de foi viennent de nous confirmer l'apparition ce soir du croissant lunaire. Ainsi donc, l'Union islamique du Bénin a le plaisir d'annoncer officiellement le début du mois béni de Ramadan. Au nom du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, je voudrais donc, en cette occasion solennelle, souhaiter à chacun d'entre vous et à vos proches et aux membres de votre famille respective la bonne santé et la force nécessaire pour l'accomplissement du jeûne pour une adoration agréée. C'est parti donc pour 30 jours de privation et d'abstinence. Les fidèles musulmans sont conscients de la grâce qui leur a été accordée de voir ce mois de Ramadan. Mais des dispositions doivent être prises pour bien vivre ce moment de jeûne. Les précisions toujours avec Sylvanie Achanou et Anthony Alaka. Le jeûne musulman, œuvre obligatoire pour tout fidèle musulman ayant dépassé la puberté. De l'aube au coucher du soleil, le musulman doit s'abstenir de manger, de boire, mais aussi contrôler ses actes et propos. C'est déjà la veille du Ramadan, occasion pour les élus du nouveau mois de rendre grâce. Ceux qui verront effectivement le début de ce mois et la fin de ce mois doivent savoir que c'est vraiment une grâce d'Allah. Parce que, qui souviennent à tous qu'il y a des frères avec qui nous avions fait le Ramadan passé, et qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. Hors de cela, c'est d'abord maximiser les récompenses qu'il y a dans ce mois. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est chargé d'innombrables récompenses. Et les bons fidèles, ceux qui ont l'habitude de faire le Ramadan, savent déjà que c'est un des piliers de l'islam. Et donc on doit jeûner pendant les 30 jours. Mais pour les malades ne sont pas obligés de jeûner. Ils doivent faire des sacrifices de repas aux autres pour combler ce vide-là. Pour jeûner, il faut d'abord connaître la date exacte du démarrage du mois de Ramadan et respecter les exigences et prescriptions qui sont. Et ceux-là qui ont eu des dettes de Ramadan passé, de bien vouloir les payer avant de rentrer dans une nouvelle période. Il faut jeûner, il faut prier, il faut savoir les heures de prière. Parce que malheureusement, c'est qu'il y en a qui prient avant les heures de prière, il y en a carrément qui sont laxistes là-dessus. Autre disposition à prendre, c'est les prières nocturnes, et surtout que nous faisons. Il y a des heures pour commencer, il y a des moments pour finir, et surtout
il faut être quand même dans la limite des choses, éviter parfois de perturber. Si vous jeûnez et que votre cœur n'est pas propre, ça ne sert à rien de jeûner. Il faut avoir le cœur propre, les idées bien claires, le corps sain pour bien faire sa prière et son ramadan. Pratiquer sa religion avec foi en faisant l'aumône est l'essentiel que doit donc retenir le fidèle musulman en cette veille du ramadan. Sur un autre registre, une étude récemment réalisée montre que l'utilisation des pesticides a de graves conséquences sur les écosystèmes. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les poissons qui proviennent de nos eaux sont contaminés. Devant le fait, des mesures s'imposent. Suivez ce reportage de Roch Akwaïnou. L'étude a porté sur le lac Nokoué, le fleuve Ouémé, la lagune de Cotonou et certaines régions cotonnières du Bénin. Elle a recherché les impacts des résidus de pesticides sur les écosystèmes aquatiques et les résultats interpellent la conscience collective. Les recherches ont montré que les plans d'eau sont contaminés. Et les plans d'eau, les différentes espèces aquatiques qui ont été prélevées sont contaminées. Et également, certaines espèces végétales que nous consommons également et certaines espèces végétales consommées par les bovins également sont contaminées par des résidus de pesticides. Même le simple fait de pulvériser perturbe également ces agriculteurs. Lorsqu'ils inhalent par exemple ces produits, ça crée beaucoup de perturbations à leur niveau. Les poissons mâles sont féminisés, par exemple. Et si les poissons mâles sont féminisés et que tout est féminisé dans le milieu, je crois que la production, la reproduction, le taux de poissons dans les plans d'eau vont diminuer. La chercheure, dans son exposé, alerte sur les dangers liés à la consommation de ces espèces contaminées. Il y a des conséquences sur l'homme. La consommation de ces résidus de pesticides, ça agit sur le système nerveux. Ça provoque une perturbation au niveau de la spermatogenèse. Quand il y a une perturbation au niveau de la spermatogenèse, il y a le problème de fertilité qui se pose, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Même si l'unité toxique n'est pas encore alarmante dans les poissons prélevés dans ces plans d'eau, il convient toutefois, selon la scientifique, de prendre certaines dispositions. Lorsqu'on consomme le poisson qui est frais, sous l'effet de la chaleur, il y a une bonne partie de ce résidu de pesticides qui va dans la sauce, une bonne partie est dégradée. Mais le reste que nous consommons, le reste va s'accumuler dans nos tissus adipeux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de faire frire le poisson. Comme ça, tous les polluants vont dans l'huile. L'huile ne doit pas être réutilisée. Le poisson qui est fumé, par exemple, permet d'éliminer au moins 50% des résidus de pesticides. Les poissons qui est frit dans l'huile permettent d'éliminer au moins 90% des résidus de pesticides. Mais le poisson qui est consommé frais, ça permet d'éliminer 20 à 25% des résidus de pesticides. L'unité toxique obtenue pour ces différentes espèces n'est pas encore très alarmante. Donc on peut toujours continuer de les consommer, mais je propose qu'avant de les consommer, il faut les faire frire avant de les consommer. Les pesticides, autant elles sont nuisibles à l'environnement, autant elles le sont pour la santé humaine. On fait recours à leur expertise pour identifier, délimiter, mesurer et évaluer une propriété immobilière. Les géomètres, une corporation dont le travail revêt une délicatesse singulière. Igor Ayosso et Eman Rodrigue Amégan nous amènent à la rencontre d'une équipe de géomètres. Reportage. Avec nos appareils, les différentes mesures. Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. De données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr de faire. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité
et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installé. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Hors du Bénin au Pakistan, des femmes s'émancipent. Elles prennent elles-mêmes le guidon de leur moto, une façon pour elles d'affirmer leur indépendance. Pas question désormais de s'accrocher à un conducteur. Le récit de Estelle Pazou sur les images de l'AFP. Fièrement campées sur leur mobilette rose toute neuve, un groupe de Pakistanaises se lance sur la route. Elles sont les dernières recrues d'une campagne destinée à aider les femmes à briser les tabous qui les tiennent éloignées des 2 roues. Au Pakistan, pays musulman et très conservateur, il n'est pas rare de voir les femmes à moto, mais elles sont généralement à l'arrière. Le gouvernement de la province du Pendjab tente depuis 2 ans de les pousser à se lancer dans le cadre de cette campagne dénommée Femmes sur roue. Elles ont été nombreuses à répondre. Je suis très excitée d'être ici parce que je conduis une moto et c'est ma première expérience sur la route. On devient indépendante et on peut faire tout ce qu'on veut. Avant, on dépendait d'une autre personne. Femmes sur roue est une belle initiative du gouvernement du Pendjab parce que c'est très important pour les femmes de réclamer leur route. Et aujourd'hui, on a vu que les femmes qui ont leur moto et une formation occupent ces espaces. Donc c'est une grande victoire pour les femmes, surtout au Pendjab. Selon une récente étude, environ 75% des Pakistanaises restent à l'écart du marché du travail, essentiellement en raison de difficultés à se déplacer. Le but est de donner pouvoir aux femmes par leur mobilité parce que l'indépendance économique et l'émancipation dépendent de la mobilité. On leur donne donc 3000 motos et on a formé plus de 3500 filles. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne plus de 10 000. L'autre objectif de cette campagne, c'est de dénoncer les violences sexistes et le harcèlement de la rue. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.